à toutes et tous, bienvenue à cette 10e rencontre que nous organisons, avec Cyrano Éducation et l'ANRAT. 10e rencontre consacrée aujourd'hui, au spectacle de Jean Bellorini, Paroles gelées. Je vous rappelle l'enjeu de ces rencontres, c'est de permettre de mieux découvrir, des mises en scène à l'occasion d'une rencontre et d'un échange avec, le metteur en scène, en l'occurrence Jean Bellorini. Bonjour Jean. Heu Bonjour. Et l'idée aussi, c'est de permettre à celles et ceux qui sont loin de toute possibilité d'aller voir des spectacles facilement, de pouvoir découvrir ces œuvres via des captations qui sont mises en ligne sur Cyrano Éducation. Ces 10 rencontres que nous avons organisées, nous choisissons, souvent de les centrer sur des œuvres au programme. Donc nous avons, organisé des rencontres autour de la mise en scène de Pour un oui ou pour un non, de L'Île des esclaves, du Menteur, de textes très classiques comme Don Juan. Mais c'est la première fois que nous organisons une rencontre sur un texte non théâtral au départ, c'est-à-dire sur une adaptation, et donc ça sera évidemment l'un des axes que nous retiendrons. Je vous rappelle peut-être aussi, que Gargantua fait partie du programme des premières générales et technologiques, dont l'objet d'étude la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, dans le parcours Rire et savoir. Évidemment, l'une des questions sera comment aussi découvrir, ces textes via le théâtre. Quelques mots pour vous présenter, Jean Bellorini. Alors certains étaient peut-être déjà à la rencontre que nous avions organisée le 7 janvier dernier, autour de l'histoire d'un Cid. Pour ceux qui n'étaient pas là donc, petite présentation, Jean Bellorini, vous avez commencé à faire du théâtre, à l'âge de 11 ans, en 6e. Et je reviens sur cette citation qui me plaît beaucoup. Vous aviez dit: «C'est le seul endroit où j'avais l'impression qu'on devenait auteur de son histoire à travers le récit d'un autre, où j'avais l'impression qu'on n'était pas que dans l'apprentissage de quelque chose de connu, mais au contraire de quelque chose de plus grand que soi». Là, c'est une façon très belle d'évoquer toute l'importance de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, peut-être plus particulièrement en ce moment. À 16 ans, vous commencez à mettre en scène des plus petits que vous. Vous vous inscrivez en médecine pour faire comme vos parents, mais en même temps, à l'école Claude Mathieu, et vous choisissez finalement de faire du théâtre. Tout s'enchaîne très vite. Ariane Mouchkine vous accueille dans la première édition de son festival Premier Pas. Puis Nicole Gauthier, directrice de la Cité du théâtre de la Cité internationale, qui vous programme pour l'opérette imaginaire de Valère Novarina. 2009, c'est la création de Tempête sous un crâne, inspiré des Misérables. Donc c'est déjà, voilà, vous avez commencé par une adaptation en fait, hein. 2012, vous créez donc Paroles gelées qui va continuer, à vivre pendant quelques années, hein, puisque la tournée s'achèvera en 17-18. Puis ensuite Lilion en 2013, au Printemps des comédiens, puis La Bonne Âme de Sète-Chouan. En même temps, vous êtes nommé à la direction du théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Vous créez notamment Un fils de notre temps et Karamazov, encore une autre adaptation. 2020, vous prenez la direction du TNP de Villeurbanne, où vous succédez à Christian Scaretti, Roger Planchon, Georges Louisson et Jean Vilar. Vous y montez Le Suicidé, Les Messagères, qui continue sa tournée en ce moment même, et pour les Fêtes de Grignan, donc l'été dernier, Histoire d'un Cid. Donc on va revenir à Paroles gelées et peut-être la première question, c'est ce goût que vous avez pour l'adaptation. Pour l'adaptation de partir de ces grands textes, donc je répète Les Misérables, Karamazov et donc Paroles gelées à partir mais on reviendra sur le choix du titre d'ailleurs, à partir du quart-livre, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des emprunts, dans le tiers-livre, dans le Gargantua et dans Pantagruel. Donc voilà, pourquoi ce choix de se pencher sur des œuvres littéraires qui ne sont pas au départ des œuvres théâtrales? Bonjour d'abord, je vais être très concret. Pourquoi ce choix? Parce que ça laisse la liberté aux acteurs et en l'occurrence à la troupe que nous étions, à l'époque, d'être les auteurs de nos spectacles et de ne pas avoir de distribution à faire, pré au préalable et donc en fait, on arrive, que ce soit avec Tempête sous un crâne, qui était l'adaptation des Misérables, que ce soit Paroles gelées, qui a suivi, c'était l'envie de s'appuyer sur une écriture extrêmement forte, puissante, mais comme ça aurait pu être le cas avec Corneille, Racine ou tant d'autres, et en même temps de ne pas dénaturer, de ne pas, d'être extrêmement fidèle à une écriture, tout en étant les auteurs de nos spectacles. Donc en faisant un spectacle sur mesure, en distribuant le nombre d'acteurs, le nombre de textes, et à chaque fois, ça s'est fait de cette manière-là. Donc pour être très concret, c'est un choix pragmatique. C'est un choix de troupe.
En même temps, j'allais dire, Rabelais, c'est pas tout à fait la même chose que Victor Hugo, ou que pour Karamazov. C'est-à-dire que c'est une langue singulière. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de la langue. On pourrait penser que monter Rabelais aujourd'hui, pourrait paraître impossible. Mais on avait déjà d'ailleurs, posé cette question sur le site de Corneille, hein. C'est comment donner accès à cette langue aujourd'hui? Alors, pour Rabelais, effectivement, notre désir, en plus, il était de mélanger, plus que ça l'était le cas au final, le vieux français avec le français traduit. Et toute la première phase du travail a été avec Camille de la Guillonnière, qui a co-signé l'adaptation avec moi, de sélectionner, bah, comme je le disais, mais comme je l'ai fait pour tous les textes qu'on a adaptés, c'est-à-dire c'était des choix d'abord affectifs, des choix de, de morceaux qu'on aime par-dessus tout, qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de prononcer. Et donc on arrive en répétition avec une pile immense, bien trop grande, bien plus que ne sera le spectacle au final, de morceaux choisis en fait. Ces morceaux choisis, avec Camille, on a mélangé le vieux français et le français traduit. C'est-à-dire qu'on a souvent gardé tout ce qui est de l'ordre de la métaphore, de l'image, de la création d'images, donc de la mise en actif de l'imaginaire du lecteur, grâce au vieux français. Et en même temps, on a utilisé beaucoup de tout ce qui est de l'ordre de la grammaire, de la compréhension, pour rendre compréhensible et accessible facilement. Donc tout ce qui était de l'ordre de la grammaire, c'est français traduit. Donc, il y a eu un vrai travail de tous ces morceaux, d'en faire un mélange, d'en faire notre langue, en fait, qui n'est ni celle vraiment de Rabelais, ni celle traduite, mais qui était qui allait être celle du spectacle. Et pour être très concret, encore une fois, on commence les répétitions en lecture. Camille, qui a donc fait le travail avec moi d'adapter, de choisir en fait les morceaux, explique très régulièrement les choix que l'on a fait justement de ces mélanges. Et en fait, il joue le rôle qui n'était pas prévu au départ de note de bas de page qui existe dans les traductions de Rabelais. Et donc, c'est monsieur note de bas de page qui, au final, est resté dans le spectacle. Mais c'est pour vous dire que tout est, euh, tout est lié au plateau, tout est lié à la répétition, tout est lié à la manière dont les choses arrivent avec les acteurs. Et donc la nécessité que Camille a eue à un moment donné de nous expliquer ce qu'il était en train de se dire est restée dans le spectacle. Oui, parce que là, c'est quasiment le dramaturge à l'œuvre, dans le spectacle, quoi, enfin, avec les commentaires. Exactement, et c'était pas prévu de cette manière-là au départ. Mais Euh, alors justement, si je reviens là-dessus, c'est, cette nécessité de le laisser parce que, c'est vrai que, il intervient très, très régulièrement dans le spectacle pour expliquer les références, les jeux de mots, l'origine de ces expressions. Ça, c'est aussi cette question de rendre accessible cette langue au plus grand nombre. C'est-à-dire, c'est comment la partager avec un public aujourd'hui, quoi. Exactement. Et puis, c'est cette question de l'interprète. Moi, j'aime l'idée que les interprètes, les acteurs, soient des interprètes au même titre que les interprètes d'une langue étrangère puissent l'être. Quand on arrive dans un pays inconnu, eh ben, on a un interprète qui nous traduit et qui nous fait comprendre, qui nous fait nous comprendre. Et c'est la même chose, le plateau, les acteurs servent de lien entre ces auteurs, ces grandes écritures, et aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas cette question de trahison, pour moi, elle n'existe pas. C'est de la fidélité, c'est de l'honnêteté quand on essaye de faire entendre ce qu'a voulu dire cet auteur à ce moment-là et de le faire entendre aujourd'hui. Et évidemment, là, bah, c'est peut-être encore plus clair et encore plus explicite grâce à Camille et au fait qu'on a gardé ce principe-là. Je reviens quand même sur Rabelais, heu, ce choix de Rabelais. Pourquoi cet intérêt pour Rabelais? Que représente, Rabelais pour vous? Enfin voilà, c'était quand même un choix singulier. Alors, honnêtement, il représentait, avant de le travailler, tout ce qu'on a appris à l'école, plus du côté du Lagarde et Michard, les géants, cette grandeur, cette grossièreté, ces gros mots, cette folie de la langue. Ça, je savais. Et nous, notre idée, elle était assez simple. Elle était de se dire, euh, comme c'était la suite de Novarina pour moi. Pour moi, c'est l'ancêtre de Novarina. Il y avait eu l'opérette imaginaire qui était notre premier spectacle à la sortie de l'école. Et après, il y en a eu deux, trois. Et puis, c'était l'envie de retrouver
cette liberté de jeu, cette liberté intellectuelle, euh, musicale. Et en fait, si je synthétise, c'est envie de célébrer les noces de la musique et du théâtre. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend de manière intelligente est entendable sensiblement. Et au fond, c'est ce que nous dit Rabelais. C'est la première envie claire était de dire on va travailler sur le quart-livre et plus précisément sur les mots gelés, les Mmh. paroles gelées. Alors, Et parce que cette image, parce que cette métaphore extraordinaire, qui pour moi est une métaphore du théâtre, oui, et clairement. de l'incarnation de ce que peut permettre la chaleur humaine, voilà, le fait d'aider à fondre la langue et à la réaliser, à la réanimer, à l'habiter, en fait. Bon, bah, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on tente de faire sur un plateau de théâtre, et c'est de dire un même texte peut être prononcé par plusieurs acteurs différents, la voix des acteurs, la chaleur du timbre, le rythme de chaque personnalité, le rythme intérieur, tout ce qui est invisible, tout ce qui est indescriptible, nous raconte tout autant que les mots qui sont prononcés. Et voilà, c'est ce que dit Rabelais dans les paroles gelées. Et puis on s'est aperçu assez vite que c'était tellement merveilleux comme histoire, comme dimension épique, qu'on a eu envie d'aller piocher dans tous les livres, y compris dans la naissance de Gargantua, etc., et jusqu'au livre cinquième, qui paraît-il n'est pas de lui. Mais, mais voilà, nous, cette dive bouteille, on la faisait, elle était au bout du chemin, c'était la finalité du spectacle, c'était de la trouver. D'accord. Je reviens sur, le spectacle parce qu'il y a donc, la langue de Rabelais, les éléments de traduction, mais il y a aussi énormément de passages qui, visiblement, sont liés à des improvisations qui ont été menées, pendant le travail. On sent une jubilation de plusieurs de vos comédiens, enfin voilà, et vous avez gardé dans le spectacle la trace de tout un tas de moments d'improvisation. Oui, la situation de départ qu'on s'était donnée, presque comme contrainte, c'était de se dire, bon, bah, on raconte un peu la naissance, tout ça, et puis très vite, on va raconter le mariage de Panurge. Et de se dire, si ce spectacle était une espèce de grande célébration, comme un enterrement de vie de garçon, ce serait l'enterrement de vie de garçon de Panurge, et qu'est-ce qu'on se remémorerait de la vie enfin, depuis sa naissance, depuis voilà, ce mariage fou, imaginaire, et cette quête suite au mariage, voilà, le récit dans le bateau, le quart-livre en fait, l'embarcation et le fait de chercher la vérité à tout prix. Euh, Est-ce qu'on a raison de s'engager ou pas? Est-ce que ça nous fait plus peur que envie? Voilà, où est-ce qu'on met le curseur? C'était ça la situation. Et donc, c'est cette troupe d'amis, plutôt de jeunes hommes, en l'occurrence sur le bateau. Mais bon, il nous fallait aussi un hommage aux femmes. Et c'est peut-être la seule chose qu'on regrette, c'est que je reprochais à Rabelais, notre difficulté, elle a été de remettre de la sensualité, de la féminité dans cette écriture, alors qu'il y en a, hein, mais elle est un peu plus cachée. Et donc, c'est pour ça que cette idée de mariage, elle était importante pour moi. Et puis, dans Terrement de vie de garçon, avec tout le désir, tout- ouais, toute la frustration aussi qui peut découler de ça. Pour répondre un peu plus concrètement, donc il y a toute une dimension rêvée, ludique, imaginaire, où on est dans la folie de Panurge, avec ce qui tend vers le mariage et vers la peur que représente cet engagement, et en même temps le désir absolu de, de savoir s'il a raison de faire ça et si ça tend vers la vérité ou pas. Et au fond, c'est une grande métaphore, ce voyage. C'est une grande métaphore là-dessus, avec toutes les peurs. Il y a cette scène enfin, magnifique de la grande tempête de frère Jean voilà, de toute la troupe en fait, qui est en pleine mer. Il fait nuit, euh, c'est sombre, tout le monde a vomi, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Et puis tout d'un coup, ils sont là, la mer se calme, c'est sûrement, tout est glacé, il y a des glaçons de partout. On se rend compte que ces glaçons ressemblent à des dragées de couleurs et qu'au contact
quand des personnes de l'équipage les réchauffe, ces glaçons deviennent des mots, des onomatopées, des bruits, et que voilà, que c'est ça les mots gelés. Mais donc ça permettait ça dans une situation rêvée, imaginaire, sensible, et donc musicale pour moi, où la musique est très très au centre. C'est aussi lié à l'espace qu'on a trouvé assez vite. J'étais pas sûr, ça c'était une intuition que j'avais au départ. J'avais cette... Souvent les espaces, j'arrive à les résumer en une phrase. Ils sont justes si on les, s'ils sont une métaphore du spectacle. Je disais, je crois il y a 15 jours, qu'au fond le château gonflable du Cid, bon bah ça permettait d'être instable et en même temps de se gonfler, et de se dégonfler. Enfin, et là, c'est un plateau d'eau, on patauge, à- voilà, concrètement, on a les D'accord. pieds dans la flotte. On aurait pu penser au début, d'ailleurs, j'avais cette idée que c'était comme si le monde prenait l'eau, comme si on était dans une immense fuite, voilà, dans un monde qui nous échappe, avec ce chaos général. Et en fait, l'idée principale qui a tenu tout le spectacle, c'est on a les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles. Et au fond, c'était ça, la scénographie. Donc, c'est comment on se retrouve dans cette grande flaque. Alors, flaque qui devient à un moment le ventre dans lequel on navigue, la mer sur laquelle on navigue. Voilà, c'est évidemment une métaphore de plein de choses. Et disons que l'espace d'un côté, la situation, l'enterrement de vie de garçon de l'autre, et la langue et l'hommage à la langue qu'on voulait rendre, résume un peu nos intentions. Je reviens sur, justement sur le titre que vous avez choisi, Paroles gelées, parce que le fait de parce que Paroles gelées au départ, dans le Cardiff, c'est quelques Ouais. lignes, hein. Enfin le choix de garder ça comme titre est-ce que c'est pas une proclamation de foi dans la puissance du théâtre aussi? C'est évidemment ça, c'est une proclamation. C'est la troupe comme métaphore, enfin l'équipage, l'épopée sur ce bateau comme métaphore de la troupe et du théâtre, et puis le rapport à la parole vivante et au fait que l'incarnation, la profération euh, apporte énormément. Enfin, évidemment que c'est un hommage au théâtre, en fait. Et c'est ce que je disais, la célébration de la musique et du théâtre. Enfin, c'est ces noces-là, c'est cette complémentarité, c'est cette fusion entre le sens et l'essence. Sur ce mariage, hem, entre la parole et la musique, parce qu'il y a vraiment, ce jeu permanent. Comment vous avez décidé que certains passages seraient racontés, d'autres joués? D'autres chantés ou, portés en chœur aussi? Parce qu'il y a beaucoup de passages, qui sont portés en chœur, hein, par 2, et parfois quasiment toute la troupe. Voilà, comment ce travail, s'est effectué? Ce que je disais un peu, on arrive en répétition avec cette pile de textes choisis qu'on a choisis et qu'on a repérés avec Camille. Il y en a bien plus que ce qu'il en reste aujourd'hui. Et puis chaque acteur va piocher ce qui lui semble ce qui l'intéresse le plus, ce qui l'allume de manière presque sensible et sensorielle le plus. Et le récit il était vraiment euh, très affirmé depuis le début. C'est-à-dire que c'était plus vrai pour nous de dire on raconte que il était une fois, comme le texte, hein. Il ne s'agissait pas de le transformer a priori. Euh, et le théâtre arrive au-delà. C'est-à-dire on ne réduit pas la forme, euh, cette troisième personne, ce récit, Mmh. il permet de laisser apparaître de la réalité théâtrale. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on montre qui est vrai, c'est pas ce qu'on dit qui est vrai, c'est ce qu'on rêve qui devient vrai. Donc, c'est ce qu'on rêve entre les acteurs et les spectateurs. Et c'est ça le. Donc, plus on va imaginer ensemble et avouer que l'on imagine ensemble, plus a priori, on va réussir à faire apparaître du théâtre. Donc, tout cet imaginaire, toutes ces métaphores au service de cette mise en route de l'imaginaire. Les paroles gelées, enfin, c'était le cœur, on s'est donné cette situation et très concrètement, chaque acteur venait seul au départ nous raconter un des chapitres, un des passages de cette histoire de Panurge. Et puis je ne sais pas comment ça s'est fait d'ailleurs, mais ça s'est réparti. C'est-à-dire qu'il y avait telle personne qui défendait tel passage,
Je pense à, je sais pas, à toutes les îles, par exemple, dans le quart-livre, où chacun a la défense d'une île, rue H, avec les vents, etc., etc., les andouilles, voilà. Et puis, assez vite, on s'est dit, non, mais il faut faire une première introduction. On va se débarrasser de ce dont tout le monde a dans la tête, cette image d'un Rabelais grossier, voilà, et on va commencer presque en off, comme si Panurge, enfin Pantagruel, Panurge, prenait le plateau, prenait le théâtre, kidnappait les spectateurs pour en provocation, pour dire toutes les 1000 façons de se torcher le cul. Mmh. Et on démarre comme ça. Et juste après, on rentre dans la fête, oui, cette cérémonie, cette fête joyeuse un peu qui déborde, et avec cette table, et on voit le banquet avec toute la liste des mets des, qui sont prononcés. Mais voilà, donc à ce moment-là, on se dit, bah, effectivement, cette première scène, on va la répartir et on va la rendre un tout petit peu plus au style direct, mais à partir du moment où on rentre dans le récit, alors on raconte. Et à part Panurge et Pantagruel qui se seront un petit peu distingués, la mariée qui apparaîtra elle aussi comme un personnage. Sinon, les autres, c'est le cœur qui sera au service du récit et en fait, du livre. On avait toujours le livre au centre, sur la table, et qui était le centre du spectacle. Et puis, ça s'est construit comme ça. On a eu envie, a posteriori, de rajouter comment tout ça est né, de faire cette petite parenthèse dans le ventre de Gargantua, avec la rencontre, effectivement, qu'on a inventée entre Panurge et la mariée, entre Caril et François. Caril et François, qui sont aujourd'hui dans le Cid, qui sont pour moi exactement la raison d'être du Cid. C'est-à-dire, quand je disais l'Infante et Rodrigue dans le Cid, je repensais à ce petit couple d'amoureux, d'enfants qui jouaient et qui sont tombés amoureux à ce moment-là. Voilà, c'est pour dire que on parle de répétitions qui ont lieu en 2009-2010 pour créer le spectacle, je crois, en 2011, 11-12. Et le CID, c'est les mêmes acteurs. On est en 2024 et on pense aux mêmes personnages. C'est aussi ça, la troupe. C'est aussi ça le cheminement d'une écriture à l'autre, de notre histoire aussi. Voilà, c'est pour dire que bien sûr qu'il y a la dimension dramaturgique et réfléchie, posée, mais il y a, je dirais, presque les trois quarts, c'est de l'aventure de troupe. Donc, d'être très concret sur qui dit quoi et pourquoi aujourd'hui c'est tel acteur qui raconte ça, et par rapport à notre histoire, par rapport à un parcours d'acteur, par rapport à un parcours de plusieurs spectacles. Ça compte énormément, en fait. Et le choix aussi de Rabelais, et je revenais sur Novarina, enfin, et on a refait un autre Novarina après. Il y a eu l'opérette imaginaire, il y a eu Rabelais, et puis il y a eu le jeu des ombres. Mais au fond, tout ça, c'est la même grammaire, c'est la même liberté d'acteur. Ça permet la même joie de la langue, la même mise en vie joyeuse des oreilles et de la tête. C'est-à-dire, on est émerveillé par ce qu'on en entend, par la fantaisie que cet auteur nous permet, par l'inventivité, l'invention de l'écriture, qui est au fond exactement celle que l'on cherche, nous, avec les acteurs. Les acteurs dont on travaille, je ne cherche pas à ce qu'ils soient parfaitement respectueux, parfaitement scolairement honnêtes. Je cherche à ce qu'ils dépassent et à ce qu'ils inventent ce que nous, on a comme intuition. Et au fond, c'est ce que fait Rabelais avec la langue. Il l'utilise pour l'exploser, pour la faire, pour l'enrichir et pour la faire plus joyeuse que ce qu'elle est. Et donc, c'est pour ça qu'au fond, la déclaration d'amour au théâtre ou à la langue ou à la musique, c'est la même idée pour moi. Dans ce spectacle, il y a quand même 13 comédiens au plateau, enfin et pas que des comédiens, hein. Je pense à
heu, Gosia Kowalska qui est donc mezzo-soprane. Enfin voilà, comment vous avez constitué cette troupe? Il y avait une danseuse, il y avait enfin voilà, c'est une troupe, très particulière quand même. Bah, c'était la suite de nos aventures. L'envie effectivement d'ajouter Ouais, au socle, aux fidèles, parmi les fidèles, d'une chanteuse. Donc Gosha était là, on le savait, pour faire partie, voilà, c'était un des personnages qui partirait en mer avec les autres, mais, elle s'exprimerait beaucoup plus par le chant que par la parole. Et puis, il y avait Juliette, euh, qui a créé le rôle aussi, qui était aussi danseuse. ouais, Et à un moment, c'était l'envie de dépasser le théâtre et la parole pour raconter avec tous les arts possibles, euh, archaïques, que sont le chant, le corps, la danse, le fait de plonger dans cette piscine, quoi. Enfin, cette joie, évidemment, j'avais des images de Pina Bausch dans l'eau, j'avais des images de cette liberté-là. Euh, et j'avais des envies aussi de cette verticalité et du rapport au chant. Depuis toujours, j'aime l'opéra et depuis toujours, j'ai l'impression que quand c'est extrêmement rare, mais quand c'est réussi, alors c'est un art total. Et alors, ça nous foudroie le cœur, ça nous foudroie, ça nous traverse complètement. Et quand ça fonctionne, on est, euh, on entend comme ce qu'on comprend au théâtre, on a la joie, on a la musique en nous et on est transporté. euh, et le chant lyrique le permet, ça. Mais donc, il y avait cette petite référence, évidemment, à Purcell, avec voilà, les mers glacées que représente le l'air du quart-livre froid, ouais. et l'air du froid. Ouais, tout à fait. Parce que alors, les choix musicaux, mais comme dans l'Histoire d'un Cid, hein, on passe quand même, en effet de l'ère du froid, Didon est né, à, Still Loving You, ou Tiens voilà du boudin. Donc, c'est quand même, Oui, c'est assez varié. c'est voilà. Il y a mais on avait la même chose dans l'Histoire d'un Cid, hein, c'est-à-dire ce mélange des registres, absolu. Bah, disons que Didon est né, c'était un peu pensé. Ouais. Tiens, voilà du boudin et la référence aux Ah, gendarmes, ça ne voilà. l'était pas. Et à un moment, c'est vrai qu'on arrive aux deux tiers du spectacle euh, où l'équipage est en pleine mer, en pleine folie. Il y a ce récit de cette île où Mmh. ils arrivent, où il n'y a que des andouilles, et on ne sait plus par quel bout prendre les choses au sens propre. Et on en arrive par mettre de l'eau partout et à ce qu'il pleuve en plus de tout, et à chanter cette chanson juste, voilà, qui fait si écho à une dimension collective, à une part. Euh, oui, c'est ces films-là, c'est ce grand n'importe quoi, c'est cette célébration du grand n'importe quoi aussi. Et le théâtre peut aussi être un exultoire, comme Rabelais l'a permis dans sa langue. Et ben, la fête au théâtre peut aussi être ça. Alors aujourd'hui, il y a des formes beaucoup peut-être plus poussées. Je pense au Chien de Navarre, je pense à plein de spectacles comme ça, où ça devient le cœur de leur désir, de la construction, de leur geste. Nous, c'était un écho, c'était une fenêtre qui s'ouvrait euh, avec cette joie, cet humour, parce que ça faisait rire les acteurs, en fait, simplement. Sur Je ne la sais pas si on le referait de cette manière-là aujourd'hui, Ouais. évidemment. Je reviens sur, la scénographie parce que, hem, là, bon, on a parlé de l'eau, on a parlé de ce jeu permanent entre horizontalité et verticalité, hein, et en particulier dans toute la 2e partie du spectacle, les escabeaux, enfin voilà, ils sont tous sur les escabeaux. Donc il y a à la fois cette aspiration en effet, vers le haut, ça qui est assez clair et même la structure derrière, où sont les musiciens, même chose, hein, on voit bien cette idée, de différents niveaux. Mais il y a sur la lumière quand même qui joue un rôle, réel. Alors déjà, il y a les lustres, enfin il y en a même plusieurs et là aussi d'ailleurs on avait un lustre dans l'Histoire d'Acide. Vous avez un rapport particulier au lustre, hein, quand même. Je dirais même aux ampoules. Et après voilà, j'allais parler de Une la petite guirlande. maladie, peut-être, une petite maladie personnelle. Non, mais à ce qui éclaire et ce qui éclate, et effectivement, ce qui guide, le phare, ça revient en plus dans l'œuvre de Rabelais plusieurs fois, hein. Il voit des petites lumières, il voit les dragées de couleurs, ils arrivent à la fin Et du des livre lanternes. cinquième, les Ouais. lanternes. Voilà, il y a plein d'échos.
il y a l'idée de la fête, il y a l'idée... Enfin, je veux dire, en fait, c'est ce que je réponds toujours quand on me pose la question pourquoi. Je dis, mais vous, spectateurs, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Donc, c'est vous qui avez les réponses et elles sont toutes justes. La seule chose, moi, qui permet que je garde une idée du début à la fin, c'est qu'elle soit plurielle. Et ça aussi, c'est dans l'écriture même de Rabelais, c'est la multitude de sens que chaque chose peuvent avoir. Et c'est le fait qu'un choix scénographique puisse s'interpréter à l'infini, au fond. Euh, on a très peu parlé, euh, mais parce que vous disiez ce rapport au sacré, ce rapport à la verticalité, et en même temps les pieds bien dans la boue, en l'occurrence dans l'eau. Mais je pense que ce sont des gens qui rêvent, et ce sont aussi des gens qui croient. Et au fond, ce qui nous intéressait, et ce que j'espère que raconte quand même le spectacle d'un peu plus construit intellectuellement, c'est cette phrase Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On entendra la lettre après qu'il ait créé à son fils, qu'on connaît, hein, mais c'est de dire on a besoin de tout savoir, il faut revendiquer le savoir, il faut revendiquer la transmission du savoir, mais on a besoin de dépasser ce savoir. Et c'est pas parce que l'on sait que l'on ne peut pas inventer et on ne peut pas rêver. Et au fond, c'est ça pour moi que le théâtre et que le théâtre et l'éducation doivent en communion euh, être, c'est assumer la transmission du connu pour tendre vers l'inconnu, pour ensemble inventer le monde de demain. Et le monde de demain à partir du chaos d'aujourd'hui, en fait. Et donc, pour ça, il y a une dimension d'héritage, de ne pas renier ce que l'on nous donne, il y a, y compris dans une forme de foi. C'est extraordinaire que cet homme était en même temps médecin, en même temps homme d'église, en même temps homme de lettres, en même temps homme voilà, c'est complet. Et il y a un moment dans le spectacle où tout le monde va chanter le cantique de Gabriel Fauré. C'est une grande prière, au fond. C'est la fin de la tempête, d'une tempête. Tout ça est une métaphore de la vie, bien sûr, mais où la peur a été immense et on vient se recueillir avant d'arriver aux mots gelés, aux paroles gelées. On vient se recueillir pour attendre. Alors, Beckett l'a appelé Godot, nous, Rabelais l'appelle la dive bouteille, les hommes l'appellent la vérité, mais il y a quand même cette dimension de qu'est-ce qui nous dépasse et à quoi croyons-nous de plus grand que nous. Euh, et pour ça, ça passe par le plus petit, le plus mesquin, le plus violent, euh, Le le- trivial. la fange dans laquelle on est. Voilà, mais c'est pour dire l'eau, la verticalité, le rapport au grand et la lumière, en fait, et les phares que l'on cherche, les phares qui nous guident. C'est ça, Rabelais. Et la science, le savoir, pas contre l'inconscience et contre le rêve, au contraire. Et donc, les enseignants nous aident à nous enseigner plus grand que nous. C'est peut-être même le savoir qui permet de nourrir le rêve, hein. Voilà. Mais ô combien, ô combien. Et la lumière, effectivement, je dis ça souvent dans mes spectacles, c'est une part très collective. Toutes les répétitions, les acteurs sont les auteurs du spectacle, sont presque les auteurs de l'adaptation au final, parce que nous, on ne fait que réduire, que synthétiser un peu l'œuvre pour la rendre enfin voilà, pour qu'on puisse travailler sans travailler sur tant de pages. Mais au fond, c'est les acteurs, c'est la tentative, plus que la répétition qui font les répétitions. C'est le fait d'essayer. On essaye beaucoup et arrive le moment de la lumière, c'est-à-dire le petit tiers de la fin des répétitions, où là, je construis peut-être plus comme un peintre des tableaux et je mets le focus pour entendre ce que j'ai envie qu'on entende plus fort. Mais avant ce moment-là, c'est vraiment c'est collectif. C'est une création collective. Et puis la lumière permet, avec
un faisceau, un reflet, l'envie comme ça de voir se refléter à l'envers des ombres dans le miroir d'eau, voilà, tous ces hasards que permet l'eau, et ça c'est merveilleux au théâtre, hein, parce que ça reste fluide, vivant, et en même temps c'est très concret. Il y a, tout le monde, enfin très régulièrement on me disait, elle est formidable cette création vidéo. Il n'y a pas de vidéo. La vidéo, on a l'impression que mais c'est le reflet de la lumière dans l'eau qui se Ah, reflète sur le fond. Et au fond, voilà, c'est tellement artisanal, c'est tellement rien. C'est un liner de piscine noir avec de l'eau dedans, point. Et des bottes. Euh, et c'est cette simplicité-là aussi qui était cherchée. C'est ça qu'on aime au théâtre, c'est quand, à partir de rien, comme un enfant joue, tout d'un coup, ça ouvre un monde et avec tellement de possibles et tellement de visions. Je reviens sur les lumières parce que, heu, vous avez quand même un goût pour ces guirlandes de lumière qu'on avait déjà dans Tempête sous un crâne, qu'on avait, dans La Bonne Âme de Cette Chouan aussi, il y a et qui renvoie un peu à un univers de guinguette aussi, à un univers de presque de cabaret aussi. Enfin voilà, il y a aussi ça comme évocation. Mais on est dans le cirque même. Ouais, c'est ça, On est ouais. dans le numéro de cirque et dans le par rapport à Parole gelée, par rapport au spectacle, il y a eu à un moment le fait d'assumer que chaque acteur faisait son numéro. Au début, ça a été un frein, c'est-à-dire qu'on se disait, mince, ça va être une suite de numéros d'acteurs, et finalement, c'est une suite de prouesses, comme au cirque. Chacun vient défendre et vient se dépasser avec ce point d'orgue de tous les noms, les gens, les différents gens, cette liste que François fait merveilleusement, mais il devient fou jusqu'à inventer des gens qui sont pas pour le coup écrits dans le texte, mais voilà cette espèce de manière d'assumer les numéros d'acteurs virtuoses, y compris dans les ratages, fait vraiment écho au cirque et à tous ces arts populaires où on vient applaudir aussi la faiblesse, la petitesse des êtres humains. Voilà, c'est bon, c'est un peu vers ça que je voulais aller. C'est cette question de on retrouve quand même une démarche foncièrement de théâtre populaire. C'est-à-dire que c'est cette idée de, rendre accessibles les textes les plus exigeants au plus grand nombre quand même. Bah, je crois qu'on est là pour ça et que le théâtre public doit prendre sa part à cet endroit-là. Et on reçoit de l'argent, de l'argent public aussi pour transmettre de manière vivante notre patrimoine et comprendre, voilà, ça nous fait, je crois, juste du bien de sentir que ces textes franchissent allègrement les époques, résonnent tout aussi puissamment aujourd'hui qu'il y a tant de centaines d'années. Euh, Ça nous fait prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, que l'être humain fait partie d'une chaîne. Moi, j'ai besoin de me rappeler en ce moment souvent que le monde est plus vaste que ce qu'on veut nous faire croire, parce que sinon on se rétrécit nous-mêmes dans notre... voilà, on est tous au pied du mur aujourd'hui. Et en fait, quand on se raccroche, quand le théâtre joue le rôle d'un trait d'union entre les hommes, entre les générations, entre les peuples, entre les cultures, entre les pays, entre les continents. Voilà, ça joue son rôle de fédérateur et ça nous fait du bien, je crois, de nous sentir un maillon de cette grande histoire. Et donc oui, il nous appartient de rendre vivants ces textes. Et donc derrière vivant, il y a aussi le fait d'y accéder peut-être plus simplement qu'à travers un prisme scolaire. Il y a aussi, on avait déjà ça aussi dans l'Histoire d'un Cid, le fait du plaisir de retrouver des formules que l'on connaît. Donc on a évoqué Science sans conscience, il y a In vino veritas, il y a la façon dont vous présentez Panurge, dès le début, hein, Panurge, oui, les boutons. Enfin voilà, c'est-à-dire que ça joue aussi sur, la remémoration dans le public de ce qu'on a pu traverser en effet à l'école en particulier, et de ce plaisir de la reconnaissance de ce de ce bien commun, j'allais dire. Mais au fond, c'est ma manière, c'est notre théâtre, c'est ma manière de faire du théâtre. Il se situe précisément à cet endroit-là. Euh, J'aime au cinéma ne pas connaître la fin. J'aime au théâtre justement la connaître pour la revivre, pour la réentendre et la reconsidérer, la remettre.
en cause. Et au fond, cette question du théâtre dans la cité, depuis les Grecs, le lieu d'où on regarde, hein, la définition même du théâtre, c'est pas ce que l'on apprend d'inconnu, c'est comment ce qui est connu est remis en débat, en discussion, en réflexion pour la transformer. Donc plus on aura de liants, de souvenirs collectifs, d'échos, ce que j'appelle le jadis antérieur au fond de soi, c'est-à-dire ce souvenir que l'on ne savait pas que l'on connaissait, mais qui en fait apparaît grâce au théâtre. Euh, je ne sais pas, c'est pour moi une définition de la poésie. Qu'est-ce qui est poétique? Et je réponds par ce qui est poétique est ce qui fait écho à soi sans que l'on puisse le soupçonner. Ce qui nous touche, c'est de lire une phrase de Baudelaire qui nous rappelle qu'on a vécu, qu'on a été à cet endroit-là. Mais parce que ça nous rappelle à soi-même. Euh, et c'est surprenant souvent. Mais ça fait écho profondément à l'intime. Et au fond, cet intime, bah, plus il va être partagé de, de références communes, sans que, ça soit, sans que ça soit des références qui excluent. C'est ça la difficulté, c'est de pouvoir être suffisamment ouvert pour toucher tout le monde, c'est-à-dire considérer que tous les hommes ont une part poétique en soi, tous. Tous les hommes sont capables d'être touchés par le beau, par le moche, par une odeur, par une musique, par un mot. Et, et en fait, se rappeler que ce mot, ces mots, on les apprend à l'école, c'est poussé à l'extrême quand on a des phrases que l'on connaît par cœur, mais au fond, ça fait appel à la même chose. C'est le même principe de dire, on remet en cause un mot que l'on croyait être vouloir dire une seule chose, et finalement, au théâtre, il permet de dire autrement plus et autrement différemment, en fonction aussi de ce qu'on a vécu la journée avant de venir s'asseoir dans la salle. Voilà, on regarde un même spectacle et on lit, on reçoit un spectacle différent chacun en fonction de qui on est. Voilà, pour être plus synthétique, euh, la poésie permet de fédérer les hommes parce qu'elle fait écho à des souvenirs de tous. Et chacun y retrouve ses propres souvenirs. Et à travers les langues, les textes, oui, il y a des références communes qui sont plus comme un clin d'œil, quoi. Je ne sais pas Hem, si je suis très clair, mais c'est cette moi, je envie de trouve. partager le souvenir, en fait. Ouais. Comme si le théâtre était aussi le lieu des fantômes et des réapparitions antérieures de ceux qui ont été tous ces Cides, tous ces Rabelais, euh, tous ces médecins joyeux, fantaisistes. Je reviens sur la question de la langue de Rabelais et son caractère parfois très cru. Et parce que, voilà, le spectacle, on l'a dit, a été créé en 2011, on est en 2024. Depuis 2011, on sent quand même, une montée des tensions, en matière de censure ou d'autocensure. Est-ce que vous pensez que, ce spectacle pourrait avoir la même destinée aujourd'hui, si vous le montiez aujourd'hui? J'en sais rien, pour être honnête. J'ose espérer que oui. Euh, je pense que c'est aussi ça qui nous permettent ces grands auteurs, c'est de nous cacher, de nous protéger. On se cache derrière eux. Et oui, à travers, sous couvert d'un Rabelais, on peut dire les 100 000 façons de se torcher le cul euh, et le revendiquer aujourd'hui. J'ose espérer qu'on- que oui, on peut le faire encore aujourd'hui grâce peut-être à un auteur voilà, qui est passé du Moyen Âge à la Renaissance, quoi. Enfin, parce qu'il y a un spectacle là qui a été créé, il y a peu de temps cette année, de, Youssouf Habib Ayat qui s'appelle «Histoire de géants». Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, hein, qui reprend Rabelais. Mais, j'ai l'impression quand même que les enseignants ont plus de peut-être d'appréhension à conduire des jeunes voir, ce spectacle. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la Ah question. non, mais j'entends très bien. Euh, moi,
je crois que tout notre art, et tout l'art probablement aussi des enseignants, il est de ne pas donner à entendre un résultat, mais de laisser voir comment Rabelais a pu inventer ça, et comment c'est le moteur de l'invention qui est formidable, qui est magnifique, plus que le résultat qui peut être jugé, peut être soumis à jugement en tout cas. Et effectivement, aujourd'hui, et je le ressens même moi quand je vais dans des classes, hein, on ne peut plus dire tout à fait tout de la même manière. Par contre, je pense qu'on peut réfléchir à tout autant qu'avant, mais on ne peut peut-être pas le présenter sous forme d'un Lagarde et Michard qui ferait cette liste de, de manières de se torcher le cul. Il faudrait peut-être plus raconter, laisser apparaître l'inventivité. Et, et, et dans le spectacle, bah, nous, on le fait de manière frontale aussi. On commence par ça, on se débat. Et c'est sûr qu'il y aurait des gens que ça mettrait un peu, que ça heurterait, que ça mettrait un peu sur le côté. Mais en même temps, la joie, l'ensemble, je crois, l'emporterait largement. J'espère. Parce que c'est pas de la provocation pour la provocation, c'est de la provocation pour la liberté, en fait. Mmh. En matière de en vous écoutant tout à l'heure, par rapport à Rabelais et par rapport à Novarina, je me suis dit: «À quand Aristophane?» en fait. Bah, il a été dans ma tête, peut-être un jour. Peut-être D'accord. un jour. Parce qu'il y a quand même aussi à la fois cet humour ravageur, ce plaisir de la langue, cette inventivité, enfin voilà, c'est pour ça que Non, je et puis la jouissance des mots exactement. pour un acteur. Enfin, Ouais. J'ai envie de vous poser une dernière question sur, justement, à partir de tout le travail que vous avez mené, pour créer Parole Jelée, est-ce que vous donneriez des conseils, à des enseignants qui doivent, transmettre Rabelais, hein, puisque c'est dans le programme de première, sur des exercices simples peut-être, pour se saisir, d'un chapitre de Parole Jelée ou de quelque chose? Enfin voilà, un petit ça, c'est difficile. oui, c'est peut-être Euh, difficile, En désolé. fait, ça dépend de quoi on parle, mais je pense que c'est comme... moi, j'aime quand un élève ne comprend pas ce qu'il dit, qu'il l'apprenne par cœur, c'est-à-dire avec le cœur et pas avec la tête. Donc, on se débarrasse de la compréhension ou pas des choses, et que c'est au moment de la profération, au moment du dire et du fait que le temps au théâtre est du présent, c'est-à-dire de la mise en présent de chaque mot, comme les paroles gelées qui se dégèlent. La parole se dégèle au contact de l'incarnation. Et qu'est-ce qu'elle veut dire pour les élèves au moment, enfin pour l'interprète au moment où il le dit. Mais coupé de ce qui aurait voulu être dit par l'auteur avant, voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Mais par contre, et c'est pour ça que peut-être même c'est du vieux français qu'il faut oser utiliser plus, parce que c'est affirmé comme incompréhensible a priori. Et pourtant, je pense qu'on se rend compte qu'au théâtre, c'est aussi une question de croyance, de laisser apparaître le sens possible au-delà de la dimension scolaire. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais avoir la foi dans ce qui a priori peut ne pas être compris euh, avant, pour laisser au moment où ça se fait cette compréhension, prendre avec soi. Compréhension par le corps, c'est aussi la question de l'engagement du corps, parce que la voix, c'est enfin voilà, c'est la voix et le corps. En tout cas, rappelez que votre spectacle Les Messagères est en tournée en ce moment même. Alors je vais vous confier un secret, Ah! les messagères, c'est le même décor que Parole gelée, c'est En le même plus. bac d'eau. D'accord. Les messagères, c'est donc cette Antigone que j'ai fait Ouais. avec 9 jeunes femmes afghanes qui sont arrivées en août 21 après la prise des talibans, voilà, quand les talibans ont repris le pays, ont repris Kaboul. Elles sont arrivées, c'est un groupe de jeunes femmes merveilleuses et on a monté Antigone et il s'agissait de monter un spectacle sans dépenser un centime. Donc c'est de la récup et c'est le décor de Parole gelée. Eh ben voilà, donc c'est parfait. On est dans la continuité, donc si vous voulez découvrir ce décor en vrai, au-delà de la captation, n'hésitez pas à vous rendre, dans le enfin ça sera entre autres Bouffe du Nord en avril, dans l'un des théâtres qui programme, Les Messagères.
Bah, mille merci en tout cas Jean, Merci à vous. Merci beaucoup. et puis, très belle continuation pour, tout votre travail À et bientôt. idem pour tous les enseignants qui nous suivent.